Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. On peut dire que dossier 137 est une prolongation de la nuit du 12, mais il y a quand même eu une année où je cherchais d'autres choses, où je n'étais pas entièrement sûr de vouloir refaire une enquête policière. Et puis au bout d'un moment, je sentais quand même que ça me plaisait, que ça me travaillait. Enfin voilà, de questionner un peu les institutions policières, enfin, et de déjà comprendre comment ça fonctionne. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. C'est vrai que l'IGPN est une institution qui m'intéresse ou m'intrigue depuis un moment. Je me suis dit, de toute manière, tu n'arriveras jamais à y mettre un pied, on va te dire non. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même idiot, il faut essayer. Grâce au succès de la nuit du 12, enfin, j'avais eu un contact à la direction de la communication du ministère de l'Intérieur qui avait organisé une projection pour les équipes du ministère. Et donc j'ai pris un café avec lui et je lui ai demandé est-ce que tu crois qu'éventuellement une immersion à l'IGPN, et bon, je pensais qu'il allait me dire non, là franchement c'est trop demandé. Et il m'a dit ah oui, pourquoi pas, faut voir. Et en fait la chance que j'ai eue, c'est que à l'époque, 1 an ou 1 an et demi auparavant, avait été nommée une nouvelle directrice de l'IGPN. Et pour la première fois, c'était une magistrate, Agnès Thibault-Lecuivre, et qui, avant c'était toujours des policières ou des policiers, et qui justement avait envie, enfin était dans une démarche de rendre l'institution un peu moins opaque, un peu plus ouverte. Bonjour Monsieur Cordier, je suis le commandant Bertrand de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, mon collègue le major Guérini. Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier. Sa mère nous a dit que vous étiez avec lui au moment des faits. Est-ce exact? Ouais. J'ai pu rencontrer des enquêteurs, des enquêtrices surtout, parce qu'il y a une proportion assez élevée de femmes à l'IGPN. Rester en contact avec elles aussi par la suite quand j'avais des questions. Et puis parallèlement à ça, je m'étais aussi beaucoup... Enfin, il y a eu un gros travail de recherche et de documentation, parce que autant pour la nuit du 12, il y avait le livre de Pauline Guénin qui, elle, avait passé 1 an en immersion à la PJ de Versailles, donc c'était déjà très documenté. Mais là, tout ce travail-là, j'ai dû le faire moi-même, donc par cette immersion, en lisant des enquêtes sur des affaires très précises de maintien de l'ordre, en rencontrant aussi des avocats, des familles de victimes, des procureurs, voilà. Tout le travail de documentation, je l'ai fait seul. Et une fois que j'avais accumulé suffisamment de matériel pour commencer à réfléchir à une fiction, voilà, j'ai partagé, disons, tout le fruit de mes recherches avec Gilles. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir à une fiction possible. Nous souhaitons vous entendre en qualité de témoin. Mais je sais même pas comment il va, j'ai aucune nouvelle. Son pronostic vital n'est plus engagé, mais les médecins ne le jugent pas en état d'être auditionné. Pas en état, ça veut dire quoi? Il va avoir des séquelles? Je ne sais pas. Il y avait 2 choses qui m'intéressaient. D'une part, l'IGPN en soi, ce que je disais tout à l'heure, et aussi toute la problématique du maintien de l'ordre, qui est quelque chose qui concerne tout le monde, voilà, parce que c'est lié aux manifestations, etc. Et aussi, et notamment, lié au mouvement des Gilets jaunes, dont je me suis rendu compte qu'il a été quasiment pas traité au cinéma, alors que c'est quand même un mouvement qui a secoué le pouvoir, le gouvernement, la France entière. Et à côté duquel j'étais, j'avoue, un peu passé, parce que comme beaucoup de gens, et probablement influencé aussi par pas mal de médias, je m'en méfiais un peu, parce qu'au début c'était présenté comme un mouvement populiste qui pensait au prix de l'essence, et il n'y avait rien derrière. Et puis petit à petit, je me suis évidemment rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, qu'il y avait une envie de participation démocratique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des violences aussi, mais c'était pas que ça, quoi. Voilà. Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton, là.
très vite avec Gilles, on s'est dit, voilà, on veut raconter ça du point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN et avec comme thématique centrale la question du biais. Enfin, jusqu'à quel point, en tant que policière enquêtant sur des policiers, ça représente un biais. Et c'est vrai que c'est assez troublant quand j'y étais, enfin les enquêtrices et les enquêteurs parlaient tout le temps, les collègues mis en cause, les collègues ceci, les collègues cela, et à un moment donné, c'est un peu troublant, et jusqu'à quel point est-ce que ça influence le travail d'enquête ou non. Il y a cette question-là qu'on avait envie de travailler. Tu parles correctement, s'il te plaît. Et vous les avez retrouvés? Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Monsieur Cordier, c'est nous qui posons les questions. Parce que vous allez me croire. Des pans entiers de la population détestent la police, et voilà, la relation citoyen-police est quand même quelque chose d'assez essentiel et important dans une démocratie, et on avait envie de questionner ça aussi, d'en parler. Ouais. Au tribunal, ils m'ont même pas écouté. Ça a duré 5 minutes, montre en main. Tout ce qui comptait, c'était une fiche d'interpellation rédigée par les flics qui disait que je leur avais tapé dessus. C'est complètement faux. Ce qu'on avait envie de raconter aussi, et ce qui nous a frappé, enfin, c'est que les policiers ont souvent des origines sociales assez semblables à ceux des manifestants gilets jaunes, d'où aussi l'idée que Stéphanie et cette famille Girard viennent du même endroit et aussi du même type de milieu social plutôt modeste. Et les gilets jaunes étaient persuadés que les forces de l'ordre allaient venir de leur côté. Parce qu'ils disent, mais on défend les mêmes causes, on est du même milieu, etc. Et d'ailleurs, le gouvernement de l'époque a eu peur de ça aussi. Et c'est pour ça c'est pour ça aussi qu'ils ont appuyé sur la pédale de la répression assez fortement pour mettre et mis en avant, enfin même les médias aussi, enfin les violences qu'il y a eu, enfin pour stopper une éventuelle connivence. Ouais. Monsieur Cordier, nous ne sommes pas là pour enquêter sur votre interpellation, mais sur ce qui est arrivé à Monsieur Girard. Votre témoignage peut nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. Ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle essaye de bien faire son travail. Ça me touche d'une manière générale, les gens qui essayent de bien et sérieusement faire leur travail, mais pas de manière aveugle, mais en se posant aussi des questions sur le sens et l'utilité de leur travail. Après, il y a quelque chose que j'ai entendu, déjà la PJ, qui est assez typique des policiers. On ne doit pas donner notre avis ou ce qu'on pense de telle ou telle chose, on ne demande pas un jugement, ce qui compte, c'est les faits. Donc on enquête sur les faits disent ceci ou cela, sauf qu'après, on se rend compte aussi que les faits peuvent être interprétés, que même une vidéo, lorsqu'on a une vidéo d'un certain événement, on peut se dire, une vidéo c'est objectif, mais non, elle est aussi sujette à différentes interprétations, quoi. À notre époque, la réflexion, c'est pas quelque chose qui est beaucoup mis en avant ou valorisé, malheureusement. Donc j'essaye de le faire dans mes films. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Déjà, sur la nuit du 12, à la PJ, j'avais été frappé par le temps énorme que passent les enquêteurs sur la procédure, c'est-à-dire à taper des rapports, les PV. Moi, ça me fascine parce que ça fait partie du fonctionnement de l'institution policière, et ça raconte aussi quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un langage assez particulier, très spécifique comme ça, qui devient presque poétique, à force d'abstraction. C'est souvent les mêmes questions, souvent les mêmes réponses, donc il y a un côté un peu répétitif qui peut paraître un peu anti-narratif aussi. De créer du sens, du rythme, en juxtaposant des plans et en créant des associations, ça c'est typiquement... Il n'y a que le cinéma qui fait ça, quoi. Et donc ces scènes-là, notamment, on a travaillé là-dessus. Ouais. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'IGPN, déjà, c'est personne n'y va par vocation.
Enfin, il n'y a personne qui dit je veux aller à l'IGPN parce que je veux débusquer les flics corrompus ou violents ou autres. En fait, alors déjà, il faut avoir travaillé dans d'autres services avant. Pour connaître le travail du terrain, le travail de policier, etc. J'ai parlé à des enquêteurs ou enquêtrices qui ont dit bon, bah, je me suis dit j'y vais, mais j'y reste un an et après je vais trouver autre chose. Et puis finalement, ils se rendent compte que c'est quand même aussi un vrai travail d'enquête comme ils l'ont fait avant. Bon, sauf que c'est sur des policiers, mais ça reste du travail d'enquête, donc ça leur déplaît pas. Et comme il y avait plus de femmes, je disais bah, c'est cohérent que notre personnage soit une femme. Et puis après, on sentait bien aussi avec Gilles que le fait de mettre une femme physiquement pas forcément très imposante face à des malabars assez musclés qui jouent quand même aussi sur une image de virilité, enfin, que ça allait créer une tension particulière et que l'autorité qu'elle dégageait, enfin sans être bien sûr dans l'autoritarisme, mais qu'il y avait un truc à tenir qui allait amener de la tension supplémentaire. J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? On n'a pas commencé le scénario en me disant voilà, on écrit pour Léa Drucker. Mais c'est vrai que pendant l'écriture, je pensais quand même régulièrement à elle et du coup j'entendais aussi ses intonations, sa voix, enfin comme quand on écrivait les dialogues. Et voilà, donc il y a quand même un moment où pour moi c'était elle et dès que le scénario était fini, je l'ai appelée pour qu'on se rencontre et lui faire lire le scénario. Mais c'est vrai qu'on avait travaillé sur des nouvelles de la planète Mars, mais elle avait un petit rôle, enfin on avait 2 ou 3 jours de tournage, mais on s'était bien entendu. Après j'avais continué à suivre sa carrière. Elle peut être très drôle, elle peut être dans le drame, dans la tragédie, enfin elle peut mélanger tout ça et avec une vraie intelligence de jeu et de réflexion et de ne pas rechercher la bravoure ou la performance. C'est que Victor a peur de dire qu'on est policier. C'est la vérité. Le père d'un de ses copains m'a demandé dans quel établissement j'enseignais. J'ai pas compris tout de suite. Votre fils Victor m'a dit que vous êtes prof de sport, moi j'enseigne le français, blablabla. J'ai même pas osé rectifier. Tu te rends compte? Il raconte que je suis prof. Il a honte de dire que je suis flic. Dans quel monde on vit? Pour Dossier 137, c'était très important. Enfin, en fait, à un moment donné, pendant la préparation, je lui ai fait rencontrer 2 des enquêtrices de l'IGPN pour qu'elles puissent aussi bien leur poser en direct des questions enfin, techniques, enfin, sur des questions de procédure, enfin, même si je l'avais déjà beaucoup briefé, mais surtout, à un moment donné, elle est rentrée dans des choses plus intimes, enfin pas sur leur vie intime, mais de comment elle gère l'émotion. Et toi, t'alimentes la détestation de la police? N'importe quoi, je fais juste mon travail d'enquêtrice comme je l'ai toujours fait. Quand t'étais au stup, t'étais pas pareil. Tu sais quoi, t'avais qu'à postuler à l'IGPN à ma place et moi je serais restée au stup. T'étais bien content que j'y aille, hein, pour qu'un de nous deux ait des horaires réguliers et puis s'occuper de Victor. Moi aussi, ça me plaisait, les stupes. Que ce soit un policier qui est dans le désarroi parce qu'il est accusé de quelque chose et qui craint pour sa carrière, ou une mère de famille qui vient porter plainte parce que son fils est grièvement blessé, forcément, enfin, ça laisse pas insensible, et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et donc les 2 enquêtrices lui avaient dit, bah, c'est interdit de montrer de l'émotion. Évidemment qu'on ressent des choses, mais il faut déjà pas les montrer. Et puis, pour son propre équilibre mental, il faut laisser un couvercle dessus. Et donc, pour nous, c'était vraiment la ligne de conduite avec Léa. Alors oui, à l'IGPN, j'enquête sur des collègues, ça m'enchante pas tous les jours, mais quand il y en a qui font de la merde, il faut qu'ils assument. On parle de violences policières pendant les manifestations de Gilets jaunes, mais on sait que cette problématique existe fortement aussi dans des banlieues. Et ça nous paraissait compliqué de ne pas évoquer ça d'une façon ou d'une autre, mais de dire bah non, bon, bah là on s'y intéresse parce que c'est des petits blancs qui se font taper dessus. Et donc le personnage d'Alicia, enfin donc joué par Gus Lagi, amène un peu ça, puisqu'elle questionne aussi, la démarche de Léa Drucker en lui disant bon bah là vous vous y intéressez parce que ça se passe dans des beaux quartiers, que c'est des blancs, mais en fait, nous, en banlieue, enfin, il y a beaucoup d'abus et vous intervenez jamais. Donc c'était
voilà, c'était important que cette thématique-là soit abordée. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? Pour le faire, il fallait une comédienne qui ait une vraie force et qui oppose vraiment quelque chose aux certitudes ou aux incertitudes du personnage de Léa Drucker. Et voilà, avec Gus Laghi, avec Gilles, du coup, on y a pensé très tôt aussi, même si on a fait des essais avec elle, aussi avec d'autres, mais c'était quand même un peu notre première idée, parce que c'est vrai que dans Saint-Omer, elle nous avait vraiment impressionnés. Et donc c'est vrai qu'à la suite des essais, c'était assez évident qu'on allait lui confier le rôle, et c'est vrai que c'est un personnage très important. Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Très vite, avec Gilles, on s'est dit, mais ça, c'est quelque chose de très cinématographique, scruter des images pour essayer de comprendre. Et donc, on savait que les vidéos allaient avoir une part très importante dans cette enquête. Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Je fais que ça. C'est un mélange, en effet, de vidéos préexistantes, tournées réellement le 1er ou le 8 décembre 2018, donc où on a eu accès en fait à des rushs de 2 journalistes qui avaient beaucoup filmé ces 2 jours-là, et donc j'ai regardé des heures et des heures de ces rushs pour dire tiens, si on prend tel segment, tel segment, tel segment. Donc on a présélectionné ces segments pour se raconter le parcours de la famille, et après on a filmé nous avec la famille, avec des figurants, des scènes ou des images qui seraient complémentaires, filmées au smartphone, puisque c'est censé être filmé au smartphone. Et voilà, et donc il y a eu ce mélange de ces images-là. À force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. C'est pas un film militant dans le sens polémique, mais il est militant dans le sens où j'espère qu'il aide à réfléchir et à voir que la complexité de la situation. Et une des choses qui m'a frappé dans mes recherches, c'est à quel point les personnes qui avaient été blessées, grièvement blessées à vie, avaient l'impression qu'ils étaient, qu'on les considérait pas, quoi. Ils considéraient pas leur souffrance, alors que c'était pas des black blocs armés jusqu'aux dents, et la plupart du temps, c'est des gens qui voulaient juste manifester pacifiquement, et qu'il n'y ait pas eu un mot de considération de la part du pouvoir politique. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Le fait que les représentants politiques n'aient pas le courage ou la décence de dire ça, qu'est-ce que ça leur coûte, quoi, de reconnaître, c'est des citoyens, qui ont voulu manifester, qui étaient parfaitement dans leurs droits, et voilà, et j'espère au moins que le film va contribuer un petit peu à ce qu'on prenne la souffrance de ces personnes en considération. Voilà. Si le film peut provoquer déjà ça serait chouette. Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. Un des trucs qui m'a fait très plaisir aussi avec le succès de La Nuit du 12, c'est qu'on a enfin un peu arrêté de me parler que de Harry. Parce que, ce qui est super, hein, bien sûr, mais comme Harry était un peu un film phénomène, du coup tout le monde me parlait de Harry comme si j'avais rien fait après. Et du coup là, les gens me parlent aussi régulièrement de la Nuit du 12, donc c'est bien aussi de se dire, voilà, on n'est pas que l'homme d'un seul film, mais